soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité a été producteur de télévision et réalisateur, né à Craponne-sur-Arzon, en Haute-Loire. Il a reçu en 2010 le prix Paul Féval de littérature populaire pour Le Destin d'Honorine, édité aux Presses de la Cité. Parmi ses autres romans, L'Ombre du Diable chez Albin Michel en 1991, Les Loups du Mardi Gras chez Hors Commerce en 2006, aux éditions de l'Archipel, Le Pont assassiné, ainsi qu'une trilogie rurale, Le Bâtard du Bois Noir, La Revanche du Bâtard et La Fille du Bâtard, ou encore Le Loup de Chomelix, paru en 2017. Il s'agit de Hubert de Maximi. Il vous présente son dernier roman, Ariane et Juliette, aux éditions Presse de la Cité, qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier Laetitia, qui se reconnaîtra et qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Hubert de Maximi, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour à tous. Merci de me faire passer sur votre antenne. Je suis ravi de parler à vos auditeurs et je vous remercie de l'évocation de certains de mes livres que vous avez faites, en particulier les polars historiques d'ailleurs, mais il y a aussi des romans dits régionaux. Et c'est vrai que j'ai eu en 2011 le prix de la Société des gens de lettres concernant le roman populaire, ce qui est assez agréable. Et puis j'ai eu d'autres prix d'ailleurs, mais enfin des prix, il y en a beaucoup en France et il ne faut pas y attacher plus d'importance qu'ils en ont, sinon qu'ils sont quand même une reconnaissance et que ça fait toujours plaisir. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, et notamment ce métier de producteur et réalisateur que vous avez pu notamment faire. Racontez-nous. Alors, j'ai toujours été fasciné ou très passionné par les histoires qui étaient aussi bien les histoires de KPDP, de Paul Féval ou de Conan Doyle qui a fait de très belles histoires de KPDP, etc. Donc j'ai toujours été tenté de raconter des histoires. Et raconter des histoires, on peut les raconter avec plusieurs instruments. D'abord la bande dessinée, que j'ai beaucoup lu étant enfant et même adulte, et que j'ai pratiqué dans le cadre de la revue expérimentale qui s'appelait Métal Hurlant, où j'ai fait plusieurs scénarios d'histoires brèves, en général de 4 ou 8 pages. Et ça m'a sensibilisé à raconter des histoires en images. Donc je me suis orienté vers l'audiovisuel avec beaucoup de plaisir, où je n'ai fait que très peu de réalisations de fiction, mais où j'ai fait aussi ce qui m'a fait beaucoup de plaisir, des productions et des réalisations de vulgarisation scientifique qui nécessitaient des animations d'avant-garde à l'époque. J'ai fait voler des satellites il y a 20 ou 30 ans, j'ai fait voler la navette Hermès. Et je suis bien le seul parce qu'elle n'a jamais été construite. Je l'avais fait faire un rendez-vous spatial en 3 dimensions à l'époque où il fallait 2 ordinateurs, deux simulateurs de vol en série pour calculer une image en 1 heure. Donc à 25e de seconde en 1 heure. Donc j'ai eu une vie autour de l'image qui a été très passionnante. Et puis mon métier a évolué de telle sorte que que j'ai vendu ma petite société de production et que j'ai pu m'orienter vers l'écriture, qui est raconter une histoire avec un stylo ou un ordinateur, mais c'est toujours raconter une histoire. Et si vous me demandez ce que je préfère comme moyen pour raconter une histoire, je vous répondrai une équipe de tournage et un plateau de cinéma. Mais malheureusement, pour raconter la moindre histoire avec un plateau de cinéma, il faut trouver 5 à 10 millions d'euros. Donc je suis un petit peu... J'ai perdu l'enthousiasme de la grande jeunesse pour me mettre en quête de sommes astronomiques et je suis extrêmement content de raconter des histoires avec mon ordinateur dans mon coin et la chance veut que j'en suis à peu près maintenant au 20e roman publié. Quand vous n'écrivez pas, et vous n'êtes pas donc avec votre ordinateur, qu'est-ce que vous aimez faire? Mon ordinateur, là, il me suit partout. J'ai un petit portable et Mac qui pèse pas trop lourd et je ne vais nulle part sans mon ordinateur et j'ai toujours du travail d'écriture dans la tête ou dans les mains. Bon, c'est ma vie et c'est mon plaisir aussi. C'est un plaisir austère, mais c'est un vrai plaisir d'inventer des histoires, de créer des univers comme ça. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions, Hubert? Eh bien, ma passion maintenant, c'est vraiment d'écrire et de raconter des histoires et d'embarquer les gens. J'ai été très fier du roman de la Société des gens de lettres parce que c'était le roman populaire. Le roman populaire, qu'est-ce que c'est? C'est le roman que vous avez commencé et que vous êtes très malheureux quand vous ne savez pas où vous l'avez mis. C'est le roman que vous regrettez d'avoir fini parce qu'il est fini.
Et c'est aussi un très bon roman parce que, enfin je ne veux pas dire spécialement pour moi, mais en façon générale, parce que le concurrent du roman populaire, c'est les grands feuilletons de télévision. Et quand il faut lutter avec Game of Thrones, on a intérêt à ne pas être mauvais. Hein. Donc voilà, mon vrai plaisir, c'est ce travail doux quand on travaille le style et austère quand on fait avancer l'histoire, qu'on invente une histoire. Mon vrai plaisir, c'est d'être romancier. Bon, puis à côté de ça, j'ai le plaisir des voyages, j'ai une famille, des enfants et même des petits-enfants maintenant qui me comblent. Hein. Mais si je n'avais pas, je sais pas moi, la possibilité de passer 20 à 30 heures par semaine à raconter des histoires, il me manquerait une dimension et je risquerais de m'ennuyer. Puis en plus, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, ça ne me rapporte pas des fortunes, mais ça me rapporte quelques sous, tout ça. Mais c'est d'ailleurs merveilleux d'être payé pour faire ce qu'on aime. Peu de gens ont cette chance. Moi, je l'ai maintenant. Je l'ai eu à peu près toute ma vie d'ailleurs, parce que j'ai eu une vie professionnelle qui était très intéressante. Hein. Le film et l'audiovisuel, c'était vachement bien. Et ça continue à être très très bien pour ceux qui le pratiquent avec des méthodes qui sont plus les miennes, les techniques qui sont plus élaborées, les diversités qui sont apparues, les petites télés qu'on fait sur Internet, qui sont aussi une aventure passionnante. Et il m'arrive de regretter de ne pas avoir un temps pour vivre cette aventure justement de créer son propre média tout seul dans son coin avec son téléphone portable en guise de caméra et d'arriver à capter pour certains, je ne sais pas si ce sera arrivé, mais des millions d'abonnés. On vit une époque formidable pour la communication et raconteur d'histoire. Vous savez, on n'écrit pas du tout avec un ordinateur comme on écrit avec un stylo. On peut écrire dans le désordre, on peut faire du montage. Moi qui ai fait pas mal d'audiovisuel, on fait du montage dans les textes. On coupe, on déplace une phrase, etc. Et c'est fait avec une grande aisance, alors que auparavant, il fallait ou recopier, ou couper des bandes, ou coller, etc. C'était infiniment plus lourd. Les facilités interviennent même au niveau du style et de l'écriture. Et moi j'entends, de moins en moins d'ailleurs, mais j'entendais des auteurs qu'on voit dans les salons dire moi je peux pas me passer de mon stylo, etc. Et lorsqu'on creusait un peu, on découvrait que c'est parce qu'ils ne savaient pas taper à la machine, tout simplement. Or, c'est quelque chose qu'on peut apprendre en quelques heures. Il y a des méthodes sur Internet et quand on tape avec les 10 doigts sans y penser, c'est extrêmement efficace. J'ai eu cette chance de pouvoir apprendre et ça me rend un service énorme. Et j'ai appris un peu par accident à une époque où ça n'avait pas forcément beaucoup d'utilité, mais l'évolution a fait que très vite, quand les ordinateurs sont arrivés, ça a été une chance énorme de taper à grande vitesse. C'est un de mes plaisirs et une de mes compétences qui n'est pas et de loin la plus négligeable, ce simple fait d'être dactylographe. Si l'on se rapproche de votre bibliothèque, qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment, oui, à l'intérieur de celle-ci? Là, on s'imagine, on est chez vous, avec vous, et on s'approche de votre Dans la bibliothèque. bibliothèque, on trouve tout et n'importe quoi, et beaucoup de bandes dessinées. D'abord parce que j'ai été un peu auteur, ensuite parce que je suis toujours amateur, enfin parce que j'ai une passion un peu amusante. J'achète beaucoup de bandes dessinées en solde, qui sont en général des bandes dessinées qui n'ont pas marché, ou qui ne sont pas très bonnes. Mais ces bandes dessinées ont toutes une petite musique dans les coins ou un graphisme intéressant. Et au-delà d'histoire, je découvre des motifs de rêve et d'imaginaire un peu dans les bandes dessinées. Alors à côté de ça, j'ai eu une grande époque de science-fiction et d'heroic fantasy qui me plaisait beaucoup. Et puis un monde de polar. Et puis un jour, la grande littérature que je trouvais scolaire ennuyeuse m'est tombée dessus, mais pas dans la lecture. Je n'avais jamais pu lire Proust, c'était compliqué, c'était des phrases tellement magnifiques qu'elles étaient presque comme une pâtisserie trop sucrée. Et puis un jour, mon épouse les a achetées sur DVD, et dans le trajet en voiture, j'ai écouté tout Proust avec un émerveillement rare, toute ma bibliothèque. Ça peut être aussi des livres enregistrés. Quand j'arrive pas à lire un livre, je l'écoute enregistré et je le perçois de façon totalement différente et de façon tout à fait intéressante. Donc la lecture, je pense que la lecture, ça doit être considéré en regardant des livres et en suivant les lignes, mais aussi on peut lire avec ses oreilles et l'époque le permet, c'est magnifique.
Hubert de Maximi, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Ariane et Juliette, aux éditions Presse de la Cité. Comment vous est venue cette idée d'écrire Ariane et Juliette? Expliquez-nous. Eh bien, ma mère, je suis le dernier d'une fratrie très nombreuse, et ma mère avait eu 15 ans dans un collège près de Saint-Étienne, qui était un collège UP, et j'ai retrouvé son journal, qu'elle tenait régulièrement et qui m'a ouvert cet univers d'une pension dans la fin de la guerre de 14. Et le thème m'a passionné, mais ce thème, il fallait aussi qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une dramatisation, qu'il y ait des personnages. Et chez des gamines de 15 ans, ben, qu'est-ce qui va compter? C'est la grande amitié, c'est l'amitié indéfectible née à l'adolescence et qui dure des décennies. Donc à cette bourgeoise qui ressemblait un peu à ma mère et qui était dans un collège UP, il a fallu adjoindre, ou j'ai eu envie d'adjoindre, une gamine de la mine qui, par des circonstances étranges de sa vie, se retrouvait dans ce collège. Et ça m'a donné cette confrontation entre deux univers, un univers qui est l'univers ouvrier dur de la mine, c'est à Saint-Étienne, les mines, on descendait à 800 mètres sous terre, la chaleur était de 30-40 degrés au fond, et d'autre part, des gens nantis qui se savaient pas vraiment privilégiés, mais que la guerre, les morts qui frappaient partout, dans tous les milieux, dans toutes les catégories socio-professionnelles, égalisées dans la douleur. Et ça m'a amené à travers ces gamines à raconter un peu la fin de la guerre de 14, vue de l'arrière, vue des familles qui ignoraient tout ce qui se passait, sinon qu'ils recevaient des lettres annonçant la mort d'un parent, d'un frère, d'un cousin, etc., qui était terrible et normal. Et pour ces gamines qui avaient, au début de la guerre, 11 ans, 1918, la guerre avait toujours existé. C'était une espèce de barbarie normale. Et c'est ce thème-là qui donnait une dimension dramatique, discrètement dramatique, parce qu'on n'est pas au front où le sang est quotidien, on est à l'arrière, où de temps en temps on découvre que la voisine a perdu son mari, que la femme de l'épicier est veuve, que le gamin qu'on a vu grandir, qui était comme un grand frère, il revient avec une jambe en moins. On a tout à fait cet univers absolument extraordinaire et terrifiant, mais discrètement, on ne voit que le sommet d'iceberg de l'horreur de la guerre de 14, et en même temps il est dramatique. Donc voilà, mais l'amitié des deux gamines est quand même quelque chose d'optimisme, et c'est aussi un bouquin de la survie, c'est pas un bouquin de la mort, c'est un bouquin de la survie, c'est un bouquin de la paix qui arrive aussi. Comment s'est passée la phase d'écriture? À celle-ci, on va s'intéresser à la construction en termes de chapitres, des personnages. Là, il y a Ariane, Juliette, mais bon, il y en a d'autres aussi, forcément. Y avait-il un plan aussi? Est-ce que vous aviez prévu un plan? Enfin, voilà, racontez-nous, dites-nous tout. Comment s'est passée cette phase d'écriture? Un plan, je sais pas. J'avais l'idée de faire rencontrer effectivement deux gamines de 15 ans dans un collège bourgeois avec une petite de la mine qui découvrait un autre monde, et aussi une gamine de Nancy qui découvrait qu'il y avait aussi un autre monde qui était aussi passionnant. Et je suis parti là-dessus. Et puis, les plans ne sont pas très difficiles. Je crois avoir la chance d'avoir un esprit de synthèse qui me permet d'avancer avec une certaine facilité. Mais surtout, il y a une chose qui est une chance que j'ai, mais qu'ont beaucoup d'auteurs aussi, c'est que les personnages sont... on est un dieu quand on est un romancier. On crée des personnages et on est un dieu impuissant, parce que vos personnages, ils se mettent à vivre. Et puis, c'est eux qui dirigent. Vous ne les menez pas où vous voulez, c'est eux qui vous emmènent. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses qui leur sont impossibles. Par contre, il y a des choses que vous n'aviez pas prévues qui leur sont naturelles. On se fait embarquer par ces personnages et c'est quelque chose d'assez merveilleux. Et je dois dire que en parler parfois me voile la voix d'émotion parce que je vois ce drame qu'ont vécu des personnages fictifs. Et ces personnages fictifs, ils sont jamais nés de rien. Ils sont toujours nés d'une expérience, d'une rencontre de gens qu'on a vécu. On ne sait pas que ces personnages ressemblent
à quelqu'un, mais a posteriori, on constate qu'ils vivent des situations que vous avez connues chez quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'emmène, c'est les personnages qui se mettent à vivre. Alors, dans ce roman, des adolescentes pour un amateur de livres d'action ou de polar historique, un roman psychologique de deux adolescentes, c'était un défi assez monstrueux, assez épouvantable. C'était un défi terrible. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la psychologie, à ce que mes personnages se mettent à vivre de façon crédible. Mais ils sont arrivés. Ils m'ont embarqué. J'ai pu me transformer en gamine de 15 ans. Je ne sais pas comment ce miracle est arrivé, mais au résultat, mon éditrice, mes éditorices, on est deux, plus l'équipe d'édition a manifesté un enthousiasme qui m'a émerveillé. J'étais extrêmement heureux. Et en même temps, je crois que quand on se donne des défis impossibles, c'est porteur quelque part. Mais un roman, c'est toujours une aventure primaire, une aventure nouvelle. C'est toujours un départ à zéro, de nouveau, pour aller à un endroit où on n'a jamais allé, pour prendre des risques qu'on n'imaginait pas. On a des périodes où on se dit mais qu'est-ce que je suis allé foutre là-dedans? Jamais j'en sortirai. Bon, et dans Ariane et Juliette, les deux gamines m'ont guidé, m'ont sorti de mon marasme et m'ont emmené à la fin de leur aventure. Quels sont vos projets pour la suite? Eh bien, j'aime bien marcher sur deux pattes. Du roman de la vie quotidienne, souvent du roman toujours plus ou moins historique, c'est-à-dire du roman régional, ce qu'on appelle le roman du terroir, bien que ça ait tellement évolué que ce soit plus une dénomination tellement valable, et en alternance avec des polars historiques ou des romans qui sont beaucoup plus des romans d'action. Le roman qui est paru avant Ariane et Juliette, 6 mois avant, s'appelait Louis de Chomly, vous l'avez cité tout à l'heure, je crois. C'est un polar historique dont le héros est un jeune sous-préfet en 1816, et qui là mène des enquêtes d'action. Donc je marche sur deux pattes, j'alterne. Et c'est vrai que quand j'ai des romans plus psychologiques comme Ariane et Juliette, eh bien je mets plus longtemps, je souffre plus, mais en même temps c'est une aventure nouvelle. C'est exactement, surtout quand on est arrivé, surtout quand à partir d'un certain moment dans le roman, vers la moitié, votre roman est fini. Je m'explique. Votre monde est complètement vivant, vos personnages existent et vous savez où ils vous emmènent. Et la première moitié d'un bouquin met 2 ou 3 fois plus de temps pour être rédigé que la deuxième moitié. Si vous écrivez le bouquin en 10 mois, par exemple, eh bien, vous avez 7 mois pour faire la première moitié et 3 mois pour le finir. Et voilà comment ça marche, voilà comment moi je fonctionne. Alors, c'est pas une règle, hein, chacun fonctionne de façon particulière, différente, il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune norme qui puisse guider un écrivain. C'est pour ça que l'édition est passionnante, c'est pour ça que l'écriture est aussi. Mais il y a autant de méthodes qu'il y a d'auteurs. Passons tout de suite à la Minute Cool, si vous le voulez bien. On va se détendre, on va y aller tranquillement et on va peut-être partir en vacances avec vous. Plutôt vacances à la mer ou à la montagne? La montagne, j'en ai fait pas mal et puis j'ai eu très peur un jour et je dois dire que la montagne m'intéresse moins qu'avant. Sinon, les montagnes de la Haute-Loire et du Massif central qui sont d'une grande douceur et d'une grande beauté. Une beauté discrète mais magnifique. La mer, j'y vais quand même de temps en temps, mais ce que j'aime à la mer, c'est l'eau et nager, puis l'ombre, et puis la chaleur, et puis un petit apéro avec les copains de temps en temps. Mais je ne suis pas un fanatique de la mer, j'y vais parce que mon entourage y va, mais j'ai connu la mer, j'avais 16 ans ou 15 ans, donc ce n'est pas inscrit dans mes gènes et dans ma petite enfance. Donc on va dire plutôt montagne. Citez 3 mots qui définissent la Haute-Loire. Le camailleux de vert, vert des sapins, vert noir des pins, vert des prairies. Donc la couleur, le relief doux, la douceur des pentes, la douceur des paysages et leur immensité. Et enfin, les vieilles pierres et les églises et monuments, les églises romanes essentiellement qui sont magnifiques. Et puis des gens qui se livrent pas beaucoup,
déjeuner un jour avec ma femme et mes enfants dans un village près de Craponne, et j'avais l'allure du touriste standard. Et j'ai demandé mon chemin à des paysans qui m'ont dit en substance, qui que vous êtes, vous, avec beaucoup de méfiance. Et je leur ai dit, je suis un tel, fils de un tel, petit-fils d'un tel. Et tout a changé. On a discuté une demi-heure. Voilà, c'est ça, les gens de la Haute-Loire. C'est des pays extrêmement rudes. Moi, quand j'étais gamin, et que j'ai passé mes 10 premières années et toutes mes vacances d'été et les 10 années suivantes, je me rappelle être allé à l'école par moins 25 en culotte courte. On ne voyait que le haut des chaussettes, on voyait que la bande du genou. Mais il faisait moins 25. Le vent soufflait de telle sorte que des congères de neige arrêtaient le train. C'est des pays extrêmement rudes. Les hivers peuvent être extrêmement durs. Mais ce pays vous prend le trip. J'y vais encore 2 ou 3 fois par an, alors que je n'y ai plus de racines familiales. En revanche, j'y ai toujours des amis et des amis chers. Voilà la Haute-Loire. Et la Haute-Loire, c'est Massif central. Et c'est une région à la fois gigantesque, puisqu'elle va du Morvan pratiquement jusqu'à Béziers et Montpellier, jusqu'à la mer, et extrêmement variée. Mais toujours avec des reliefs assez doux et des vues immenses. Êtes-vous plutôt araignée ou serpent? Araignée, j'ai un fait pour les araignées. Le D'abord film... parce qu'elles bouffent les moustiques qui traînent un peu trop chez moi. Et ensuite, je les prends par une patte pour les jeter dehors, je les écrase jamais. Et les araignées, elles agissent. Le serpent, il reste furtif et quand même pas très sympathique. Alors l'araignée non plus, pas d'une sympathie folle. Hein. Mais ça va, entre les deux, je choisis l'araignée sans hésiter. Et puis elle est plus modeste, l'araignée. Elle ne la ramène pas comme certains serpents. Un serpent à sonnette, c'est prétentieux. Le film que vous adorez le plus, c'est lequel? Ah, j'hésite entre Alexandre Nevsky, La règle du jeu ou La guerre des étoiles. C'est très éclectique. Hein. Il y a l'histoire psychologique et il y a la science-fiction. Mais bon, non, j'aime les bons films. Ils peuvent être très variés. Je n'ai pas d'a priori. Je viens de voir cette semaine Indestructible 2. C'est pas le chef-d'œuvre absolu, mais c'est un bon film qui m'a donné beaucoup de plaisir et qui est remarquablement bien fait avec une technique que je connais bien et qui est d'une créativité phénoménale. Il y a un film qui a été absolument merveilleux, qui était fait pour la télévision et qui a passé en salle, et qui s'appelle La prise du pouvoir par Louis XIV par Roberto Rossellini, et qui au point de vue cinéma a toujours été mon idéal parce que c'est une perfection. C'est une perfection dans la mise en scène, c'est une perfection dans le jeu des acteurs, c'est une perfection dans la vérité historique, et c'est une perfection dans le rythme et la construction. La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, qui était un film de télévision, mais qui était tellement bien qu'il a eu une deuxième vie en salle. Ça, c'est pas courant. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Je ne suis pas un personnage célèbre et je ne serai jamais un personnage célèbre. Et il y a beaucoup de personnages célèbres que je n'aime pas. Je veux dire, Napoléon pour moi était un tyran et un meurtrier de quelques millions de personnes avec ses guerres. Là, je suis en train de travailler sur l'époque Louis XIV, je regarde cet environnement-là, les gens célèbres de l'époque. Il y en a qui étaient pas mal quand même. Hein. Je veux dire, je viens de lire Boileau et les encombres de Paris, c'est extrêmement savoureux. C'était un grand humoriste en fait. Donc qui j'aimerais être? Je sais pas, je sais pas si j'aimerais être célèbre. Il y a des personnages que j'admire, mais je ne me vois pas dans leur peau. Je ne pourrais pas être aussi bien qu'eux, par exemple. Mais c'est certainement pas ni les grands militaires, ni les grands conquérants que j'admire. Ce serait plutôt les grands humoristes. Marivaux, peut-être. Je sais. Non, Ou bien alors les grands du cinéma. Bon, Sergio Leone a été un très grand homme, une célébrité. Réaliser des films de Sergio Leone, ça m'aurait passionné. Sauf qu'au lieu de faire des chefs-d'œuvre, j'aurais peut-être fait des mauvais péplums, mais voilà. Enfin, Hubert de Maximi, si vous aviez un rêve, ce serait? Si j'avais un rêve,
qui serait extrêmement clair, c'est pouvoir me promener dans le passé, être un ectoplasme qui regarde les gens vivre à Paris au Moyen-Âge ou sous Louis XIV, ou qui assiste aux grands événements du passé que j'ai dû péniblement recréer pour faire des contextes exacts et vérifiables, des romans historiques que j'écris ou que j'ai lus. Mon grand rêve, ce serait de pouvoir me balader dans le passé, de pouvoir aller me promener dans la Chine de Kubilai Khan, ou de pouvoir, je sais pas moi, me promener dans les îles grecques au temps de Socrate, et de voir comment vivaient les gens à cette époque-là, ou de me promener dans Pompéi, ou me promener dans Rome, dans la Rome impériale, et de voir l'architecture, ou d'aller voir comment on a construit l'abbaye de Senanque ou du Toronnet. Voilà ce que j'aimerais. J'aimerais pouvoir me promener dans l'histoire tranquillement et sans danger, parce que c'est quand même parfois des périodes brutales. Être un ectoplasme qui voit tout. Oui, il y a des périodes assez mouvementées, comme vous le dites. Hubert de Maximi, rappelons que vous êtes l'auteur de Ariane et Juliette aux éditions Presse de la Cité. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet et de nous avoir consacré vraiment beaucoup de temps pour nous. Très gentil à vous. Ah ben écoutez, j'en suis ravi. En plus, vous me donnez comme sujet quelque chose qui me tient à cœur, puisque vous me demandez de parler de moi-même. C'est un sujet inépuisable. Bon, place à la modestie, j'en ai assez dit. Merci à vous et merci à tous vos auditeurs qui, j'espère, passeront un moment agréable à m'écouter. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les Plaisirs de Marque-Page vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Nous vous souhaitons un très bel été en notre compagnie. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!